kadi tamaat kadi doore safal sa cin ganaar da koy safal ndawal da koy safal ceeb da koy safal jigéen ñi lii mooy kadi taamu naa ko yow sama jeeg na bokk sa ndub soo bëggee dégg sa jëkkër yow dee ko kadi duggaale ko indi mooy safal sa cin kadi tamaat kadi doore neexal sa kër kadi rek sa cin saf sel te wóor xanaa neex. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Les performances enregistrées dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent sont saluées par les militants de l'APR basés aux États-Unis. Ils l'ont dit à leur leader, en l'occurrence le chef de l'État, Macky Sall, qui les a reçus en marge de ses activités avec le FMI. Dernière ligne droite dans les préparatifs du Magal prévu samedi prochain. L'État a pris toutes les dispositions pour une bonne tenue de l'événement religieux. Assurance donnée par le ministre de l'Intérieur qui a présidé la dernière réunion nationale en prélude au Magal 2016. Suite et fin de la série Santé. Ce soir, la parole aux populations qui se prononcent sur le système de santé. La plupart fustigent la qualité de l'accueil dans les structures, mais également les coûts des services. Nous parlerons également du circuit des médicaments et ferons le point sur le concept de médicaments génériques qui vise à alléger les prix des médicaments. Nous irons également ce soir à la découverte de l'île de Diogué, à l'embouchure du fleuve Casamance. L'endroit se caractérise aussi par la cohabitation de plusieurs communautés, notamment ghanéennes, bissau-guinéennes et naturellement les autochtones. Les multiples facettes de Diogué à découvrir dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les activités du chef de l'État aux États-Unis. Pas de crainte pour les Africains, notamment dans le cadre des relations avec les États-Unis. Après le changement de régime au pays de l'oncle Sam, c'est l'assurance de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines. Elle a été reçue à Washington par le chef de l'État. Elle est ici au micro de notre envoyé spécial, Oumar Nying. I just came to make a courtesy call on the president. Je suis venu when I heard that he was here rendre une visite de courtoisie au président Macky Sall, sachant qu'il est là pour quelques jours. Et parce que vous savez que nous avons des relations de travail assez étroite avec le président. Je lui ai rendu une visite de courtoisie pour discuter de questions d'intérêt commun liées à... Bien sûr que le Sénégal continue d'être pour nous un modèle de démocratie et le Sénégal est également aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai profité de ma visite de courtoisie au président pour discuter avec lui de questions d'intérêt mutuel liées à la lutte contre le terrorisme et d'autres questions d'intérêt majeur pour l'Afrique. L'Afrique fait partie des questions que nous appelons ici les questions bipartisanes, c'est-à-dire qui font l'objet d'un consensus entre les deux partis, le parti républicain et le parti démocrate. Donc non, je n'ai pas de crainte particulière. Je pense que même après le changement de régime, notre politique vis-à-vis de l'Afrique restera à peu près la même. Nous restons aux États-Unis. En marge de sa visite au FMI, le président Macky Sall a rencontré les militants de son parti, l'Alliance pour la République. Ces derniers ont exprimé à leur leader toute leur fierté au vu des performances enregistrées grâce à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall les invite à l'unité et à plus d'ouverture pour gagner les batailles futures. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Oumar Nying. Dans la salle, une centaine de responsables républicains heureux de retrouver leur leader. Mais avant tout, le chef de l'État rencontrait des compatriotes. C'est pourquoi, d'emblée,
L'ambassadeur Babacar Diagne magnifie sa posture qui vaut au Sénégal cette image remarquable sur la scène internationale. Entre le président Macky Sall et ses camarades républicains, c'est donc des échanges fructueux. Ces responsables ont exprimé toute leur fierté car le pays marche à grands pas grâce à la vision du président Macky Sall. Comme vous l'avez si bien dit récemment, le pays marche, accélère et va décoller. Nous vous encourageons, Monsieur le Président et chers camarades. Nous vous réaffirmons notre soutien indéfectible. Comme pour confirmer cette dynamique, ceux qui étaient hostiles sont aujourd'hui convaincus. À l'image de Ousmane Dramé et El Hadj Malick Tall, qui ont décidé de quitter l'opposition pour répondre favorablement à la main tendue du président de la République. Le chef de l'État s'en réjouit et demande à ses camarades de les accueillir à bras ouverts. Dans la foulée, le président de l'Alliance pour la République les exhorte à l'unité. Il les invite également à faire preuve de discipline et d'ouverture. Le président Macky Sall a remercié et félicité l'ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, Babacar Diagne, pour ses résultats enregistrés en si peu de temps. C'est un ambassadeur émérite. Il n'est pas diplomate de carrière. Et c'est un modèle que je veux offrir aux cadres pour d'abord tuer l'ego en nous et se mettre au service de son pays, sans état d'âme. Et c'est ce qui fait quelque part le secret de ses réussites. Le président de la République a entretenu l'assistance de sa mission économique au FMI, justifiée par les performances engrangées par le Sénégal avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Ce que les responsables républicains ont accueilli avec beaucoup de fierté. Retour sur la célébration de la journée des forces armées. Le métier des armes peut conduire au sacrifice suprême. En cela, il est d'une noblesse certaine. En acceptant d'être sous les drapeaux, on mesure les risques associés. Au-delà donc de ceux qui tombent sur le champ d'honneur, il y a les grands blessés et les mutilés. L'État du Sénégal leur voue une profonde admiration et un grand respect. C'est un devoir que le chef de l'État, chef suprême des armées, a rappelé lors de la dernière journée donc des forces armées. Le président de la République s'est engagé à soutenir les blessés et à faciliter leur éventuelle reconversion. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Lorsque l'on choisit le métier des armes, on s'engage dans une voie exaltante mais aussi périlleuse. Être soldat, c'est se mettre dans la tenue et la posture d'une sentinelle de la défense nationale en tout lieu et en tout temps. Les choses sont ainsi faites. Et ceux-là qui, un jour, ont revêtu l'uniforme savent qu'ils peuvent payer le tribut du sang en tombant au champ d'honneur. L'armée sénégalaise, héritière des valeurs de courage, de témérité et de sacrifice des ancêtres, et des tirailleurs compte plus d'un martyr dans ses rangs. Des hommes qui ne sont jamais revenus parce que morts pour l'honneur et pour la patrie. J'ai une pensée pieuse pour nos soldats morts au front. À côté de cela, il y a les blessés de guerre. Si certains d'entre eux portent des cicatrices invisibles, d'autres ont perdu leur intégrité physique pour l'intégrité du pays qu'ils ont défendu vaillamment, âprement. J'adresse ma compassion aux blessés et aux malades auxquels je souhaite un prompt rétablissement. Un soldat s'avance vers le chef de l'État, chef suprême des armées. Il est sur un fauteuil roulant, dans une tenue impeccable, enveloppant avec pudeur les stigmates et outrages de ses grandes blessures. Il y a quelque chose de grandiose et de fantastique dans l'attitude de ce fantassin peut-être qui a plié sans rompre. Le soldat Tamba a été blessé par l'explosion de plusieurs roquettes, ce qui a entraîné l'amputation de ses deux jambes. Nous vous décernons la médaille militaire de blessés de guerre. Cet instant rappelle le devoir d'un accompagnement des autorités, au-delà des hommages, des citations et des médailles. Les aider à se rétablir est une partie du travail de l'hôpital militaire de Ouakam, où le stress post-traumatique est désormais mieux pris en compte. Il y a la blessure psychique. Aujourd'hui, on prend bien en compte cette blessure psychique. Parfois, vous voyez quelqu'un qui n'a eu physiquement aucune blessure, mais qui est traumatisé de l'esprit.
Après la prise en charge médicale, chirurgicale et psychologique, il faut envisager la rééducation et surtout la réinsertion socio-économique. L'État a déjà initié un certain nombre de projets qui seront dotés de plus de moyens. Le chef des armées a toujours manifesté son soutien à ces hommes de l'honneur, à ces patriotes, en les trouvant quelquefois jusque sur leur lit d'hôpital. En renforçant l'équipement des troupes, l'État met un peu plus ses valeureux soldats à l'abri. Mais le risque zéro n'existe pas, surtout dans l'armée. Le Magal de Touba, c'est samedi prochain. Les préparatifs vont bon train. Le ministre de l'Intérieur a présidé hier une réunion nationale. Abdoulaye Daouda Diallo s'est félicité des dispositions prises pour un bon déroulement de l'événement. C'est un compte-rendu de Mama Moussagna. C'est le rapport du gouverneur de la région de Diourbel, Mohamedou Moustapha Ndao, sur les différentes rencontres préparatoires du Grand Magal qui a ouvert les travaux. Des interventions complémentaires émises par les autorités religieuses suivront. Ce fut ensuite au tour du ministre d'assurer que toutes les dispositions sont prises et que l'essentiel des engagements qui ont été pris par les services concernés sont respectés. Le ministre de l'Intérieur a ensuite indiqué que 150 points de prestations médicales, dont 81 à Touba, seront implantés dans la région de Diourbel. En plus, un hélicoptère médicalisé pour l'évacuation des urgences vers Dakar, mobilisé, une cinquantaine d'ambulances et 2700 agents de santé déployés. Dans des événements du genre, les questions de santé se posent toujours avec beaucoup d'acuité. Et nous demandons aussi à ce niveau à tout le monde, à toute la population, de rester davantage vigilante par rapport à ces situations. Les produits et matériels divers comme les pompes neuves, les appareils pulvérisateurs à moteur, les poudreuses au débit et les nébuliseurs sont déjà sur place, ont précisé les autorités, au moment où les opérations de nettoiement se poursuivent. Une importante dotation en carburant est également prévue. La Sénélec et la SDE ont garanti une bonne fourniture en électricité et en eau avant, durant et après le Magal. Dans le domaine sécuritaire, la mise en place d'effectifs suffisants de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers sera assurée progressivement. Ce mardi d'ailleurs, la mise en place des effectifs prend fin. Une nouveauté, la sécurité aérienne est assurée par des avions, mais cette année encore, les motos Jakarta ne vont pas circuler à Touba et ses environs. Ce n'est pas une guerre contre ce métier, non, mais en tout cas, la manifestation fait qu'il n'est pas indiqué de continuer à circuler à deux roues. Et c'est pourquoi nous avons pensé l'interdire et on demande la compréhension quand même de ceux-là qui pensent utiliser ces moyens de locomotion jusqu'à la fin de l'événement. Le contexte sécuritaire n'a pas évolué, il n'a pas changé. Il est toujours celui qui a toujours prévalu depuis quelques années malheureusement. Et nous sommes toujours sous ces menaces et je demande à tout le monde de redoubler de vigilance, y compris bien évidemment les populations, pour qu'elles aident les forces de défense et de sécurité à faire ce travail-là. Donc tout le monde reste vigilant à ce niveau. Prenant la parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, au nom du Khalife général des Mourides, s'est dit satisfait de l'état des préparatifs du Grand Magal prévu dans une semaine. Il a réitéré ses sollicitations à l'ensemble du gouvernement, notamment au président de la République. Il a ensuite encouragé ce dernier à continuer dans son engagement pour la réalisation des infrastructures dans la cité religieuse. Ndiassane également prépare son événement religieux, son Gamou version baptême. Pour l'édition 2016, les messages vont porter sur la nécessité d'accentuer le combat contre le terrorisme qui constitue donc un ennemi pour l'islam. L'engagement a été pris lors d'un CRD préparatoire présidé par le gouverneur de la région. C'est un compte-rendu de Cherfal. De son domicile de Khalif El Hadji Mamadou Bou Kounta, qui suit de près les préparatifs du prochain Gamou de Ndiassane, a formulé des prières et béni les travaux du CRD. Pour ce qui concerne les mesures qui ont été arrêtées par rapport au Gamou de Ndiassane, nous souhaitons que ces mesures puissent être respectées. Notre objectif ultime, vous et nous, c'est de faire en sorte que ce Gamou soit une réussite totale. Conformément aux instructions du Monsieur le Président de la République,
dont nous savons l'attachement très particulier pour Ndiassane. Ainsi, Ndiassane, capitale spirituelle de la Khadria, lance le compte à rebours de son Gamo version baptême. La ville de Mambou, qui prend l'islam comme seul facteur de paix et de stabilité, fera de son Gamo un espace de vivification des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La nécessité d'accentuer le combat contre le terrorisme sera aussi au cœur des messages. Encore une fois, nous tenons à dire au président Macky Sall toute notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nouvelle hydre. Il s'agit du terrorisme. Nous devons ensemble nous donner la main. Nous devons collaborer pour éradiquer le terrorisme. Ndiassane, qui à travers les représentants du Khalif au CRD, a vivement remercié le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est en train d'achever les travaux promis. Ici, la résidence du Khalif, dont les travaux sont avancés à près de 90%, selon le coordinateur général du Gamo, Mohamed Kounta, constitue la principale fierté de la communauté Khadr de Ndiassane. Des bonnes dispositions qui font dire aux organisateurs que Ndiassane est bien parti pour réussir son Gamo. La communauté Ahlul Kountiou, le temps du baptême d'une naissance pas comme les autres, va se ressourcer et faire acte d'allégeance au Khalif Mambou Mamadou Kounta qui attend ses hôtes avec foi et ouverture. La systématisation de l'assurance carte brune CEDEAO a été officiellement lancée par le Bureau national sénégalais. Désormais, tout usager de la route effectuant le trafic interrégional sera détenteur de la carte brune. Cette nouvelle disposition va sécuriser le déplacement des véhicules dans l'espace CEDEAO, mais aussi renforcer la coopération entre les pays membres. C'est un compte-rendu de Jeanne Dior. Beaucoup d'accidents sont enregistrés dans le trafic routier Sénégal, Mali, Gambie, Guinée. Conséquence, les chauffeurs sont arrêtés et leurs véhicules confisqués. C'est fort de ce constat que la décision de mettre en circulation une attestation assurance carte brune CEDEAO a été prise à Abuja en 2010. Quand un usager sénégalais quittait le Sénégal pour aller dans un pays, il était obligé à la frontière de souscrire une assurance. Supposons un Sénégalais qui quitte le Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire, il va au Mali, il souscrit une assurance, il va en Côte d'Ivoire, il en fait de même. Donc c'est le système qui prévalait avant. Vous voyez la lourdeur. Maintenant, ce qui a été décidé, c'est de faire une seule attestation qui est valable dans l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Vous causez un accident dans un pays étranger, l'équivalent du Bureau national sénégalais qui est au Mali, qui est dans le pays où l'accident a eu lieu, s'occupe rapidement de vous. L'histoire de la carte brune date des années 80 et ce sont ces pionniers qui ont accompagné et développé le projet. Plus de 30 ans après, le système a connu une avancée, celle de rendre obligatoire la carte brune. Les sociétés d'assurance de l'espace CEDEAO ont adhéré au système. En termes de prime nette, l'assurance est gratuite en termes de prime nette. Mais il y a un coût de 500 francs qui est demandé pour participer aux frais administratifs. Mais la prime d'assurance, elle est gratuite. Mais nos États sont demandés pour que le système soit fluide, pour que les usagers puissent venir et partir, il faudrait que nous assurions que nous les accompagnons. Donc la carte brune n'est pas une structure concurrente, mais elle regroupe l'ensemble des compagnies d'assurance du marché sénégalais. Les cartes sont disponibles depuis le 1er octobre 2016 et ce lancement rend officielle la systématisation assurance carte brune CEDEAO. Cette nouvelle disposition va renforcer la politique de la circulation des personnes et des biens, mais aussi la coopération sous-régionale. Le PPDC poursuit ses sessions de formation à l'intention des élus locaux. La deuxième session a été axée sur les secteurs à haute intensité de main-d'œuvre. Les participants sont outillés pour l'entretien des réseaux routiers. C'est un compte-rendu de Kaltoum Gueye. Mettre en place des pistes rurales, c'est bien, mais les entretenir, c'est encore mieux. C'est pourquoi le PPDC, dans sa composante capacitation des collectivités locales, outille les responsables des communes pour une maîtrise de la technique HIMO, une technique innovante pour des infrastructures de qualité à moindre coût. Le concept HIMO, c'est l'utilisation de la main-d'œuvre et des matériaux locaux. Ça peut résoudre aussi bien le problème de la pauvreté que le problème de l'emploi. Et les chiffres, lors d'une étude menée par des bailleurs de fonds, a montré qu'on peut gagner jusqu'à presque 11 000 emplois créés dans le cadre seulement des travaux publics. Cette formation sur la haute intensité de main-d'œuvre est la deuxième du genre après celle sur la passation des marchés.
Les participants seront capacités sur la planification, le financement et le concept HMO. Les objectifs sont multiples. Au finish, toutes ces communes sachent comment planifier l'entretien d'une piste. À quel moment il faut déclencher les activités. Qu'est-ce qu'il faut faire auparavant pour ne pas attendre que la piste soit complètement dégradée avant de commencer l'entretien. Nous avons pour rôle d'organiser ces sessions, d'abord d'identifier en fait les sessions, les modules pour lesquels ils devraient être capacités et ensuite procéder maintenant à tout ce qui est organisation, à tout ce qui est recherche de consultants. Pour la mise en œuvre de ce concept à Ziguinchor, le tronçon Brin-Seleti sera le projet pilote. On est en train de faire les préparations parce qu'il faut d'abord préparer les populations et les communes d'abord pour qu'ils puissent maîtriser le concept et qu'ils puissent se préparer au recrutement des GIE eux-mêmes qui vont y travailler. Donc nous sommes en train de travailler déjà sur ça. Après une semaine de formation, les collectivités locales seront en mesure d'assurer l'entretien du réseau routier, ce qui va permettre de garantir la qualité des pistes et routes dans toutes les localités. Accompagner le développement scientifique par une réflexion éthique sans entraver la liberté de la recherche. Cela fait l'objet d'un atelier ouvert ce matin à Saly. La rencontre qui a réuni plusieurs experts nationaux et internationaux vise la mise en place d'un comité national de bioéthique. C'est un compte-rendu de Massamba Thian. Les progrès de la science, de la vie et de la génétique ont fortement modifié les comportements des hommes. Comme dans une course effrénée, la recherche va de conquête en conquête et a fini par installer le tout est permis. Les chercheurs ont entre leurs mains presque la possibilité de détruire ou de faire vivre l'humanité. Entre ce qui est possible, parce que le savoir, s'il est toujours bon, son usage doit être encadré, parce que son usage n'est pas toujours bon. Surtout pour nous les religieux, chaque jour c'est quelque chose que nous rencontrons, surtout depuis qu'on a commencé les applications scientifiques ou les applications de recherche scientifique sur les êtres humains. Ce mauvais usage de la science nous rappelle toujours la tragique actualité de notre temps. Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, l'histoire de la vache folle et dernièrement le spectre du clonage de l'homme. Pour ne plus vivre toutes ces catastrophes, l'UNESCO jette les bases de la création d'un organe, pour ne pas dire un comité bioéthique. Vous avez dit bioéthique. Dans bioéthique, il y a bio, qui veut dire biologie, et le plus souvent c'est la biologie cellulaire, et éthique, et c'est la population de comportement. Et de plus en plus, nous en tout cas, hommes de santé, dans notre pratique, nous sommes confrontés assez souvent aux problèmes éthiques. Le comité qui sera mis en place s'attellera d'apprécier les questions éthiques, juridiques et sociales soulevées par les différents chercheurs. C'est un comité qui régulièrement également va aider le pays à construire des postures pour des enjeux mondiaux qui pourraient probablement déséquilibrer le système social. Ce comité devra faire de l'anticipation éthique pour développer des réflexions et les partager avec la communauté. La réflexion internationale sur la bioéthique doit être un temps fort pour redonner à l'Afrique sa visibilité et son rôle de précurseur dans ce domaine. C'est là une des raisons qui ont conduit le programme de bioéthique de l'UNESCO d'étendre ses activités dans toutes les régions du continent. Quand en Europe, les États légifèrent sur l'euthanasie, la vente d'organes, le choix du sexe de l'enfant, la procréation médicalement assistée, le clonage humain, le suicide assisté, le développement fulgurant de l'anthropologie génétique, l'Afrique doit se préparer pour ne pas être surprise. Ces consultations démarrées à Dakar ont permis d'élaborer une feuille de route qui devrait déboucher sur la mise en place d'un comité national consultatif pluridisciplinaire, pluraliste et indépendant.
Depuis 2008, le Sénégal célèbre le 11 novembre de chaque année la Journée nationale de l'éducation des filles. La journée constitue un moment fort de sensibilisation sur l'éducation des filles. Hier, la secrétaire exécutive du cadre de coordination de l'intervention sur l'éducation des filles a fait face à la presse. Marie Sibi est revenue sur la place de la journée dans l'agenda du ministre de l'Éducation, mais aussi sur le thème de l'édition 2016. C'est un compte-rendu de Mortal Diop. C'est parti pour la 10e édition de la Journée nationale de l'éducation des filles. Du 11 au 30 novembre, elle sera célébrée dans toutes les académies du Sénégal. Instituée par décret en 2007, la célébration de cette journée est un moment phare de promotion de l'éducation des filles. Depuis 2008, cette journée a été portée par le cadre de coordination des interventions sur l'éducation des filles, CCF, créé par arrêté ministériel numéro 1370 du 31 mars 2008 et dont la mission essentielle est de coordonner toutes les interventions de l'État et des partenaires en faveur des filles. Aussi, en application du décret cité en référence, la Journée nationale de l'éducation des filles sera célébrée dans toutes les académies du Sénégal. Le thème retenu pour cette édition, les TICE pour lever les obstacles à l'éducation des filles, s'inscrit en droite ligne des décisions du Conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation, notamment la décision numéro 1, réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat. Le choix de ce thème est bien justifié parce qu'il entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations des politiques éducatives qui tiennent compte des spécificités des femmes et des hommes, des garçons et des filles. Des activités d'information et de sensibilisation sur le thème seront organisées dans chaque académie. Au niveau national, une table ronde sera organisée le 1er décembre. La table ronde réunira des autorités du ministère de l'Éducation, des élèves, des représentants des parents d'élèves, la société civile, les partenaires techniques et financiers et les collectivités locales. Cette rencontre offrira au ministère de l'Éducation nationale l'opportunité de partager avec la communauté tout entière les innovations en matière de technologie de l'information et de la communication en éducation, les TIS, ainsi que des stratégies à mettre en œuvre pour que ces TIS contribuent à lever un certain nombre d'obstacles à l'éducation des filles. La secrétaire exécutive du cadre de coordination des interventions sur l'éducation des filles a également révélé que la célébration de cette 10e édition de la Journée de l'éducation des filles sera l'occasion de demander à chaque région du Sénégal de procéder à un état des lieux de l'éducation des filles. Les conclusions et recommandations issues de ces études vont alimenter un livret intitulé « Journée nationale de l'éducation des filles, 10 ans de célébration ». Et puis nous avons un invité dans ce journal, il s'agit de M. Ibra Gueye Djoum. Il est le conseiller technique en industrie du ministre de l'Industrie et des Mines. Bonsoir M. Djoum et merci d'être avec nous. Bonsoir Oumou, merci. Voilà. Alors, M. Djoum, le Sénégal co-organise le 5e forum sur le développement industriel inclusif et durable avec l'ONUDI. Pourquoi l'organisation d'un tel événement dans notre pays? Le Sénégal va abriter le 5e forum sur le développement industriel et durable, inclusif et durable de l'ONUDI. Et ce forum est un forum régional qui va parler donc du développement industriel inclusif et durable, et également ce sera également un forum où il y aura des rencontres pour la promotion d'investissements. Alors ce forum sera organisé les 14 et 15 novembre au King Fahd Palace et ce sera présidé, et l'ouverture, la cérémonie d'ouverture sera effectuée par Monsieur le Premier ministre. Voilà, M. Djoum, alors quelles sont les attentes de ce forum et pourquoi le choix de Dakar pour l'abriter? En fait, comme tout le monde le sait, le plan Sénégal émergent a un volet industrie. Et ce volet industrie doit nous conduire vers un nouveau industriel du Sénégal. Donc, le Sénégal a pu, donc, à partir du PSE, va bâtir un système stratégique pour le développement industriel. Et pour cela, nous avons donc pris, compte tenu des objectifs et de la vision du PSE, nous avons, après analyse, constaté que l'ONUDI a les mêmes visions sur le plan mondial. Et comme vous le savez, l'ONUDI, c'est l'organisme mondial qui est dédié pour aider les pays à faire de la promotion industrielle, à s'industrialiser. Et compte tenu de la convergence des points de vue,
nous nous sommes dit que donc il faut bien qu'avec l'ONUDI, on puisse ensemble travailler pour que le Sénégal puisse, à partir de la mise en œuvre de son volet politique industriel, qu'on puisse réaliser ça avec les meilleurs atouts possibles, qui sont des standards internationaux mondiaux. Et pour cela, donc, l'ONUDI, en voyant les missions et la vision du PSE, s'est dit que le Sénégal pourrait représenter l'Afrique de l'Ouest comme un choix pour réaliser son programme de partenariat pays, c'est-à-dire son programme de développement industriel durable. Et de l'autre côté, côté Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, nous avons l'Éthiopie, qui a aussi un programme de développement, et les deux représentent les pays qui sont les deux pays qui représentent l'Afrique dans la réalisation de ce programme. Le Sénégal et l'Éthiopie, alors. Le Sénégal et l'Éthiopie. D'accord. Donc, oui, allez-y, continuez. Donc, je dirais que je reviendrai tout à l'heure. Pourquoi ces deux pays et pourquoi le choix de l'ONUDI et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Mais allez-y, bien sûr, allez-y directement. Bon, donc, l'ONUDI, à partir de 2013 à Lima, l'ensemble des pays qui sont membres de l'ONUDI ont chargé cet organisme international. L'ONUDI, c'est l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ils ont donc confié à l'ONUDI une nouvelle mission, qui est une nouvelle façon d'industrialiser les pays qui ont pris l'option de le faire. À partir de ce moment, ça devient une vision qui a été concrétisée par des principes. Et ces visions-là doivent être matérialisées par un système opérationnel qui est le programme de partenariat pays. Et pour cela, il fallait choisir deux pays pour expérimenter ce système. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'Éthiopie et de l'autre côté le Sénégal. Donc, pour représenter tout le continent. Alors, quelle place sera accordée au secteur privé national lors de ce forum? Alors, pour faire ce programme du Sénégal, il a fallu évidemment tout un processus pour arriver à bâtir un système bien cohérent. Et dans ce processus, il fallait donc voir quelle sera la stratégie industrielle du Sénégal. C'est-à-dire des études d'enquête, faire le diagnostic, l'état des lieux, voir comment on va construire des parcs industriels, c'est des choix industriels, comment on va faire des agropoles, etc. Et comment on va impliquer l'industrie. Depuis cette phase de maturation et de conception, le secteur privé a été associé dans toutes ces phases-là. À partir de ce moment, évidemment, le secteur privé va trouver les moyens, compte tenu de ce qu'on va lui offrir, de s'insérer dans ce processus de développement, et le secteur privé est le cœur même du processus de ce développement industriel. Aujourd'hui, dans ce forum, le secteur privé a été associé dans la préparation du début jusqu'à la fin. Voilà, donc, Monsieur Dioum, avant de se quitter, rappelez-nous un peu le programme de cette journée, de ce forum plutôt qui démarre, je rappelle, ce lundi. Donc, à 10 h, le Premier ministre procède à l'ouverture du forum. Donc, nous demandons à tout le monde d'être en place avant 9h30 au plus tard. Et ensuite, après l'ouverture par le Premier ministre, nous avons maintenant les exposés du ministre de l'Industrie et du PSE. Le ministre de l'Industrie va parler des résultats qui sont acquis depuis 2 ans, parce que le PSCP, le programme de partenariat, n'a démarré qu'en 2015, en avril. Donc nous allons présenter au monde entier les résultats qui sont acquis. Et l'après-midi, nous avons un ensemble de ministres africains qui seront présents, plus l'Union africaine, la CEDEAO et l'UMOA. Et on va parler maintenant de la façon dont l'UNIDI va disséminer, va transférer cette expérience au niveau des autres pays de la sous-région. Le lendemain, donc, c'est le programme des investissements qui sera présidé d'ailleurs la journée par Madame le ministre de la promotion des investissements. Et là, on va expliquer l'environnement économique du Sénégal, l'environnement des affaires, ensuite les différents projets, agropoles, parcs industriels, miniers, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui va se faire plus tard. À partir de ce moment, les investisseurs qui seront là verront dans ce processus où est-ce qu'ils pourront s'insérer pour nous accompagner dans le développement industriel du Sénégal. Donc c'est sur 2 jours. C'est sur 2 jours. D'accord, très bien, Monsieur Dioum, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique en industrie du ministre Ali Ngouille Ndiaye. Et je rappelle donc que vous allez donc démarrer un forum sur l'industrie demain dans notre capitale. C'est bien cela. Mais restez tout de même avec nous pour poursuivre l'information sur la RTS, la deuxième
édition de la randonnée pédestre du ministère de la fonction publique s'est tenue ce matin. Le thème retenu est le sport, moins de lutte contre l'hypertension artérielle. Les détails avec Thierno Diallo. Après une semaine bien remplie, les agents de la fonction publique ont marché de la piscine olympique à la corniche ouest en passant par le ministère de la Santé. 7 km pour effacer le stress de travail accumulé durant la semaine. Un sentiment de fierté, de gratitude, surtout à l'endroit de l'ensemble des agents de l'État qui ont sacrifié de leur temps de repos pour venir marcher avec nous pour la deuxième édition, parce que c'est une randonnée qui a été organisée pour sa première édition en 2015. La deuxième édition de la randonnée pédestre du ministère de la fonction publique a été parrainée par le ministre des Sports. Avoir des activités physiques régulières permettent en tout cas d'assurer une bonne santé. C'est pourquoi nous avons profité de l'occasion, après avoir fait le tour. On a lancé un appel aux populations pour que chaque citoyen aménage de son temps, en tout cas pour avoir 45 minutes d'activité physique régulière. Pour assurer le bien-être des agents de son département, le ministre de la fonction publique invite ses collaborateurs à la pratique sportive comme moyen de lutte contre l'hypertension, thème de cette randonnée 2016. C'est une randonnée qui est peut-être initiée par le ministère en charge de la fonction publique, mais c'est d'abord et avant tout la randonnée des agents de l'État. Donc c'est leur bébé et je leur demande à tous de le porter, de l'aider à grandir. Et nous avons bon espoir puisque les ministres sont venus, vous avez vu, nous avions avec nous pas moins de 4 ministres qui ont accompagné cette initiative et d'autres ministres étaient là de tout cœur parce qu'ils nous ont envoyé leurs représentants qui sont venus prendre part à cette manifestation. La randonnée pédestre est donc une activité physique recommandée qui permet de maintenir la forme et de lutter contre certaines maladies. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie publie des chiffres sur la situation des femmes et des enfants. La mortalité infantile est de 40 pour 1000 à Dakar. Le taux d'usage de la contraception est de 33%, toujours dans la capitale. Voici donc quelques données publiées par l'ANSD. C'est un compte-rendu de Ndeye Aïdega. Cette enquête donne des informations socio-démographiques et sanitaires sur la situation des mères et des enfants dans la région de Dakar. Elle révèle que la mortalité infantile est de 40 décès pour 1000 dans les différents départements de la région. Le tiers des femmes utilisent des moyens de contraception. Plus de la moitié des enfants de 12 à 13 mois ont reçu les doses du programme élargi de vaccination. 9 enfants sur 10 ont été enregistrés à l'état civil. Voilà, entre autres, quelques informations du rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie présenté ce matin. C'est une enquête qui vient à propos pour donner des situations de référence qui font que donc les autorités de la région de Dakar et des 3 départements, des 4 départements plutôt, ont à disposition des outils qui permettent de voir à quel niveau ils se trouvent par rapport aux ODD. Les partenaires techniques et financiers saluent la clarté de ces données. Cette enquête donne aussi l'information spécifique, par exemple aux 20% des couches le plus pauvres comparé aux plus riches. Donc ça donne des dimensions de l'équité que nous devons faire attention parce que quand on parle des ODD, c'est atteindre toute la population. Ces données qu'on vient de nous présenter sont des résultats qui vont déterminer les interventions à développer en faveur des enfants, d'une part, mais d'autre part, ça va nous permettre de réorienter notre politique. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie compte poursuivre cette enquête dans le reste du pays si les moyens le permettent. Dakar a été choisie parce qu'elle concentre la majeure partie de la population du Sénégal. Santé toujours pour ouvrir la série. Le médicament joue un rôle déterminant dans la santé du patient. Pour permettre aux malades de s'en procurer, les autorités sanitaires ont élaboré des concepts, Digesina et Yexina, 2 étapes expérimentées par la pharmacie nationale d'approvisionnement pour améliorer l'accessibilité des médicaments. C'est un reportage de François Sec.
Accéder aux médicaments de qualité et à moindre coût pour toute personne qui en a besoin, tels sont les objectifs que se sont fixés les autorités sanitaires. Ça fait partie du relèvement du plateau technique. Nous avons pu réduire considérablement le coût, n'est-ce pas, en introduisant plus de 200 médicaments génériques. Nous avons pu réduire le coût du traitement de la prise en charge. La pharmacie nationale d'approvisionnement, outil stratégique de mise en œuvre de la politique de santé, assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des médicaments. 85% de nos produits sont importés sur le marché international. L'approvisionnement se fait par appel d'offres. Nous nous adressons également à l'industrie locale pour une partie. Pour garantir la disponibilité, un arrêté ministériel définit chaque année la liste nationale des médicaments essentiels à acquérir. Ces médicaments sélectionnés doivent répondre aux besoins primaires des populations. Ils concernent les maladies les plus courantes. Il s'agit des médicaments pour la tuberculose, les médicaments pour le paludisme, les intrants pour la dialyse, les médicaments pour la santé de la reproduction et particulièrement pour les médicaments vitaux pour la mère et l'enfant. Après réception, une répartition est faite sur l'ensemble du pays à travers les 11 pharmacies régionales d'approvisionnement. Pour sortir de l'impasse des prix élevés, l'État s'est lancé dans une expérience inédite. Objectif, améliorer l'accès géographique du médicament. En 2015, nous avons lancé la stratégie Djegesena, pour laquelle il s'agissait de pouvoir approvisionner les dépôts de district et les dépôts de structures sanitaires en quantité suffisante. Et aujourd'hui, il s'agit de passer à la deuxième étape, c'est ce qu'on a appelé Yexina, c'est que la pharmacie puisse assurer vraiment la distribution de ces médicaments essentiels jusqu'au niveau des points de prestation. Comme vous le savez, aujourd'hui, le Sénégal compte près de 1400 points de prestation. Ce nouveau schéma de distribution, jugé performant, est l'un des gages de succès de la couverture maladie universelle. Un contrôle rigoureux est effectué régulièrement sur les stocks et le système de distribution pour garantir la sécurité. La PNA a besoin d'une autorisation pour l'entrée de ces médicaments au Sénégal et c'est nous également qui délivrons ces autorisations d'entrée. Nous inspectons également les structures où la PNA distribue ces médicaments pour nous assurer que tous les médicaments qu'on voit dans les pharmacies ou bien dans les centres de santé ou dans les postes de santé proviennent du circuit licite des médicaments. Les médicaments utilisés dans les programmes de santé sont gratuits et 40% des produits sont subventionnés par l'État du Sénégal. 60% des médicaments entrent dans le cadre du recouvrement des coûts. Cette initiative donc vise à ce que les populations participent à l'effort de santé et donc achètent des médicaments à des prix très bas. L'insuline et des produits dérivés sont subventionnés par l'État. Aujourd'hui, le défi à relever reste et demeure l'éradication de la vente des médicaments dans la rue. Dans le domaine du médicament, nous sommes en train d'avancer. Mais il nous reste à gérer un aspect important qui concerne les faux médicaments, les médicaments faussement étiquetés, de mauvaise qualité, etc. Nous avons tous l'obligation de contribuer à faire de telle sorte que nos populations aient des médicaments de qualité. Donc c'est un défi que nous devons relever, mais que nous devons relever avec tous les secteurs. D'année en année, l'éventail de choix s'élargit avec l'introduction de nouveaux médicaments tels que les anticancéreux en 2015. Assurer la disponibilité et l'accessibilité devrait permettre de réduire les inégalités et les injustices sociales. En parlant de médicaments, toujours 4 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Sénégal a économisée en 2014 grâce à la promotion des médicaments génériques. Un médicament générique est une copie de la spécialité de référence, moins cher donc, plus accessible à la population. Aujourd'hui, plus de 50% des médicaments qu'on trouve dans les officines privées sont des génériques. On fait le point avec Aminata Mbengfal. La disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments occupent une place importante dans la politique pharmaceutique du Sénégal. Ainsi, depuis l'initiative de Bamako dans les années 80, plusieurs pays africains se tournent vers les médicaments génériques. C'est une copie qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique
et il y a une bioéquivalence entre les médicaments génériques et la spécialité de référence. Alors, où se situe la différence? Lorsqu'un laboratoire découvre une molécule, il a une exclusivité sur 10 ans. C'est même 20 ans. 10 ans de recherche-développement et 10 ans de commercialisation. Il a une exclusivité. Une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, donc après les 20 ans, tout autre laboratoire peut fabriquer le même médicament. Et c'est en ce moment-là qu'on parle de médicaments génériques. Aujourd'hui, au niveau des pharmacies des centres de santé, sont disponibles les médicaments génériques à moindre coût, donc plus accessibles à la population. Par exemple, l'aspirine qui coûte 50 francs, le paracétamol, la plaquette coûte 75 francs, c'est accessible à tout le monde. Même les antibiotiques aussi, c'est la même chose. Les antibiotiques aussi ne coûtent pas cher. Tu prends par exemple une boîte d'amoxicilline qui coûte ici la plaquette 400 francs. Les médicaments génériques aident beaucoup les personnes démunies. La dernière fois que je suis tombée malade, je me suis soignée avec un médicament que j'ai acheté ici à 300 francs seulement. Le combat de la direction de la pharmacie et du médicament est d'amener médecins et pharmaciens à prendre en compte l'aspect social de la médecine, ce qui semble être déjà le cas. Le médecin en tant que tel prescripteur du médicament, si véritablement il voit que dans sa prescription il y a un médicament moins cher et qui peut guérir son malade, je ne vois pas pourquoi le médecin ne se permettrait pas de prescrire ce médicament-là. D'habitude, on propose aux patients des médicaments génériques qui sont plus accessibles aux malades en remplacement aux spécialités. C'est dans ce sens qu'un guide des équivalences thérapeutiques destiné au trio médecins, pharmaciens, population a été élaboré. Cela permet au médecin qui fait la prescription de dire, au lieu de prescrire celui qui coûte 8 000 francs, je vais prescrire celui qui coûte 4 000 ou bien celui qui coûte 3 000. Cela permet également aux pharmaciens, lorsque le malade se présente avec une ordonnance d'un médicament qui coûte 8 000, que le pharmacien puisse lui dire qu'il y a des remplaçants qui font la même chose et qui coûtent 3 000 ou bien qui coûtent 2 500. Cela doit permettre également à la population, aux clients, de se dire que vous m'avez prescrit un médicament qui coûte 8 000, mais moi, il y a des génériques qui coûtent 3 000, moi je voudrais les génériques qui coûtent 3 000. Enfin, les mutuelles qui remboursent les médicaments doivent dire que moi, au lieu de rembourser les médicaments qui coûtent 8 000, moi je rembourse les médicaments qui coûtent 3 000, étant donné que c'est la même qualité, la même efficacité et les mêmes effets indésirables. Plus de 50% des médicaments qu'on trouve dans les pharmacies privées sont des génériques. Avec la promotion de ces médicaments, le Sénégal a pu économiser 4 milliards de francs CFA en 2014. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'augmentation des prix des médicaments depuis 2013, malgré l'inflation de la plupart des matières premières. Ce n'est ni un sondage, ni une étude scientifique validée, mais il ressort d'une série d'interviews express que le Sénégalais a beaucoup de reproches à faire au système sanitaire, entre autres aspects indexés, l'accueil et les coûts. C'est un reportage réalisé par Mamadou Sambambo. Au point E, tout comme à Tiaroy, dans ces deux quartiers, le standing n'est pas du tout le même, mais les réponses sont identiques quant à l'accueil des malades. Le traitement, parce que je crois que quand une personne est malade et qu'il vient vers le docteur, il vient vers vous, la première chose à faire, c'est de bien l'accueillir. L'accueil des médecins, des docteurs, en quelque sorte, reste beaucoup à faire, quoi. L'accueil dépend des humeurs du personnel. L'accent doit être mis au niveau de l'accueil pour permettre au moins à ces dernières-là, lorsqu'il y a un client qui vient, au moins un patient qui vient, qu'il puisse être au moins traité dans les conditions les meilleures. Nous avons cherché à savoir si les associations consuméristes reçoivent des plaintes dans ce sens. L'ASCOSEN confirme et rajoute aux complaintes. Si le malade arrive et que, peut-être pour une raison même fondée, que les gens se disent qu'il y a d'autres malades qui sont dans une situation plus critique, mais c'est eux qui le savent. Les accompagnants ne le savent pas, le malade lui-même ne le sait pas. Et que de ce fait-là, il ne montre pas toute l'attention au malade. Le malade se décourage en disant « bon, ces gens ne s'occupent pas de moi ». Problème donc de prise en charge psychologique, mais pas seulement. Les coûts sont tout aussi décriés.
Et cela précisément à Thiaroye, dans la banlieue. Les hôpitaux sont bien construits, mais sans argent, le malade n'est pas soigné. Si tu n'as pas les moyens, on ne regarde même pas le malade, même en urgence. Ils les vendent plus cher que les prix qui sont donnés par la PNA. Et à plusieurs reprises, ça a été constaté. Est-ce en raison de leur statut social? En tout cas, au point E, le coût vient après d'autres aspects, comme la garde de nuit et la CMU. La CMI, on ne prend pas ça en compte. Parfois, tu pars dans un hôpital, en parlant du système CMI, on me dit que, écoutez, ici, on ne prend pas ça en compte. Mon fils était malade, quand je suis arrivé, le médecin a dit à mon épouse que, bon, voilà, moi, je ne le soigne pas. Point final, amenez-le à l'hôpital Albert Royer, la nuit, vers 2h, 3h du matin. L'accessibilité géographique est pointée du doigt, et c'est au cœur du point E que le problème nous est posé. Plus précisément dans la région de Kédougou, on est confronté à un plateau médical quand même qui manque de beaucoup de spécialités. Et de ce point de vue, donc, parfois on est obligé de partir jusqu'à Tamba pour éventuellement, par exemple, se faire soigner par rapport à certaines maladies. Les médecins sont regroupés dans les grandes villes. Quand vous quittez la capitale, déjà à 200 km de rayon, vous commencez à avoir des difficultés pour trouver certains médecins. Enfin, une note positive qui a fait l'unanimité au sein de nos 2 laboratoires sociaux. La compétence des médecins sénégalais. Ils sont bien propres et connaissent leur métier. Nous pensons que nos médecins sont compétents. Mais nous avons l'impression qu'ils commencent à rouler derrière l'argent. Ce petit mais glissé ici par Momar Ndao de l'Ascosen nécessite peut-être un droit de réponse. Mais tout compte fait, il apparaît que c'est le premier contact entre le malade et la structure sanitaire qui est raté. Or, un bon accueil soulagerait plus le patient que ne le ferait le plus haut plateau technique médical au monde. Voilà, c'est avec ce sujet de Mamadou Samabo avec l'avis des populations que se referme définitivement cette série Santé. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres séries dans d'autres secteurs. En attendant, parlons sport. Alioune Cissé se dit être très déçu par la défaite du Sénégal face à l'Afrique du Sud hier, mais il dit s'en remettre à la dure réalité du sport. L'équipe va se refaire pour préparer les prochaines rencontres. Nous l'écoutons. On faisait une passe devant, on revenait derrière, on repassait encore par Karambouch et Koulibaly. En deuxième période, c'était mieux. On a percuté un peu plus, on a bougé un peu plus offensivement, on a trouvé plus de relais. Je pense qu'on a été beaucoup plus présent sur ce deuxième mi-temps et d'ailleurs, je pense qu'on méritait quand même de revenir dans le match. Moi, je sais qu'une défaite ne me démoralise pas. Je crois que j'ai des joueurs aussi qui sont professionnels. Je crois que le football de haut niveau, c'est allié en fait victoire et défaite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas gagné. C'est une grosse déception pour nous. On est déçus. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un mini championnat qu'on a. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est devant avec 4 points. Nous recevons effectivement le Burkina chez nous. Ce sera un match très important. On ira au Cap-Vert. C'est à la fin en fait qu'on comptera. Mais comme je dis, le mieux c'était au moins de prendre un point ici. Maintenant, comme je dis, c'est pas la CAN, c'est autre chose. On aura le temps d'y penser, d'y aller. Et je peux vous garantir que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça nous arrivera pas à la CAN. Il n'y a pas de problème. On a encore un mois et demi pour y réfléchir. J'ai un groupe costaud mentalement. Ils étaient déçus, c'est vrai. Nous tous nous sommes déçus. Mais comme je vous l'ai dit, l'avenir est devant nous et que cette équipe-là a encore de belles choses à montrer. Au chapitre des réactions, toujours, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qualifie de scandaleux ce qui s'est passé lors du match d'hier. La Fédération va saisir les instances sportives compétentes en la matière et pourtant, le coach sénégalais avait attiré l'attention des joueurs avant la rencontre. Le capitaine de l'équipe pense la même chose. Nous les écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. De toute façon, le coach nous avait prévenu de cet arbitre et voilà, on a tous vu ce qui s'est passé, surtout sur le premier but. Donc il siffle penalty que personne ne sait ce qu'est penalty. Après on est venu lui parler de ce penalty, il nous a dit il y a penalty et il y a l'arbitre de tous qui lui a dit non, il n'y a pas penalty. On est parti le voir.
pour qu'il aille voir son arbitre de touche. Il a dit non, c'est moi qui décide. Après voilà, il n'y a pas de souci, on a continué à jouer. Et sur le deuxième but, c'est la même chose, il y a eu un coup franc, donc il n'y a pas de souci. Il appelle Idrissa, il lui dit ouais, viens ici. Et moi je suis venu, je lui ai dit non, il voulait donner un carton, je viens lui parler. Et de là, on l'a vu courir, on ne savait pas, donc et là, c'est le deuxième but qui est arrivé. Mais bon, de toute façon, voilà, ce qui est arrivé. Maintenant on va se préparer pour la CAN. De toute façon, pour la Coupe du Monde, il y a encore du chemin. Une énorme déception parce que je pense que c'est inacceptable. Je dirais même c'est scandaleux, après avoir préparé un match, de perdre de cette manière-là, c'est-à-dire sur une décision arbitrale. Nos joueurs étaient prêts dans ce match, ils étaient prêts physiquement, mentalement. Mais ils pouvaient jouer contre n'importe quel adversaire, mais jouer contre un arbitre qui confond une cuisse avec une main, on ne peut pas lutter avec, je suis désolé. Et ça pose encore le problème de l'arbitrage africain. On veut bien ne pas parler de certaines choses, mais c'est choquant. Parce que quand on revoit les images, on ne peut pas comprendre qu'un arbitre à ce niveau, qualification de Coupe du Monde, puisse tirer un penalty de cette nature. Une personne qui est en position droite, la balle qui arrive sous ses genoux ou sous ses cuisses, les mains qui sont en l'air et on voit un penalty. Donc vraiment, on ne peut pas dire à quel point nous sommes outrés. Et je pense que ça ne changera rien au résultat, malheureusement, parce que le football est ainsi fait. Mais nous écrirons à qui de droit pour protester contre cet arbitrage qui est quand même catastrophique. Place à la rubrique découverte qui nous mène aujourd'hui à l'île de Djogé qui se situe à l'embouchure du fleuve Casamance. L'endroit se caractérise aussi par son melting pot. On y trouve des Ghanéens, des Bissau-Guinéens et autres communautés. Seule fausse note dans cette île aux multiples facettes, la menace de l'érosion côtière. C'est une découverte signée Kaltoum Gueye. Il faut faire près d'une heure de pirogue, naviguer entre les ballons du fleuve Casamance, dépasser des îles telles que Carabane pour arriver enfin à Djogé. L'île est à la porte d'entrée du fleuve Casamance à l'ouest. Ici, près de 3000 personnes y vivent depuis des générations. Nous sommes de Hitou. Nous venons de Hitou, le quartier qu'on appelle Osengan. On nous appelle là-bas Koufitigno. Vous m'écoutez bien? Bon. Pourquoi nous nous sommes sortis à Hitou, c'est ce que c'est? Nous venons pour quoi? La culture. Après, quand on a fini de cultiver, on repart avec tous les animaux domestiques. Mais on ne peut pas. La récolte, c'est du riz. On revient. Amener encore les animaux domestiques. Ça, c'est pénible. On ne peut pas. Voilà pourquoi ils sont venus habiter ici. Et depuis, la population ne cesse d'augmenter d'année en année. Sur l'île, le calme et la paix sont les aspects qui frappent tout visiteur, mais également le paysage. Et après l'arrivée d'autres communautés, les pratiques culturelles n'ont pas changé. C'est une île vraiment Diola, pratiquement Diola. Donc nous avons toutes nos pratiques, toutes nos coutumes respectées et pratiquées. Nous avons l'initiation Diola que nous pratiquons un peu partout dans le département de Bignona. Nous avons aussi nos cultures des femmes qui se pratiquent ici. Nous avons nos fétiches à côté. Nous ne pouvons pas les garer à côté. Voilà. Donc nous avons aussi la religion chrétienne qui existe ici. Nous la pratiquons avec aussi du respect. La marque déposée de l'île, c'est aussi la réussite de l'intégration africaine. À Djogé, on y trouve plusieurs nationalités, une cohabitation. La cohabitation est excellente. Djogé est un beau village, la population n'a aucun problème. On travaille ensemble, les gens nous aident à chaque fois qu'on a un besoin. Nous sommes des pêcheurs ghanéens, mais à Djogé, on est aussi chez nous.
mais yaa ngi financé ay gaal di dem géej di joxe jën ñu tamit ñu yóbbu Ghana. Les Diola, surtout de la basse Casamance, sont connus pour être de grands cultivateurs de riz. En témoignent ces parcelles de riz verdoyantes. Mais ici à Diogué, tous les signaux ne sont pas au vert. Conséquence des changements climatiques, l'île est aujourd'hui menacée par l'érosion marine. Chaque jour, ce sont des mètres de sable qui sont avalés par la mer. La disparition prochaine de l'île est programmée. Ce que nous déplorons ici comme une crainte aux contraintes, c'est vraiment l'avancée de la mer que nous ne pouvons pas trouver une solution. Nous faisons encore peut-être que